Yo yo yo, on continue dans la même optique que la vidéo précédente. On est en plein FFCP actuellement, donc j'espère que t'es venu, parce que sinon, bah viens. Et n'hésite pas à t'abonner, à mettre le pouce bleu. Le pouce bleu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la cloche, à mettre le pouce bleu et à partager autant de fois qu'il le faudra. Aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, même si on n'a pas non plus 50 vidéos. Mais welcome pour l'analyse de The Chaser de Na Hong-jin sorti en 2008. Alors, Na Hong-jin est un tout jeune réalisateur qui a fait 2 courts-métrages avant The Chaser, dont un qui est disponible sur YouTube. J'ai pas trouvé l'autre. Ça s'appelle le Perfect Red Snapper Dish et il n'y a pas de dialogue, donc vous inquiétez pas, aucune galère niveau compréhension. Il dure 9 minutes, donc rapide à voir et c'est intéressant mine de rien. Donc oui, The Chaser est un premier film. Et putain, quel premier film! Il a ensuite réalisé The Murderer, qui est cool, mais que j'ai trouvé un peu longuet. Et dernièrement The Strangers, qui est la dernière énorme claque que j'ai prise tout court. Tout cinéma, tout pays confondu. A noter aussi qu'il a écrit tous ses films. Quel homme! Quand j'ai parlé à des potes que je voulais faire cette vidéo, surtout celle d'avant sur la Sainte Trinité coréenne, ils étaient étonnés que je prenne Kim Ji-woon et pas Na Hong-jin. Mais Kim Ji-woon, c'est vraiment l'un des piliers de la nouvelle vague coréenne, alors que Na Hong-jin, il est venu après. Mais si je vous dis ça, c'est pour expliquer à quel point, mine de rien, il a quand même laissé une marque dans le cinéma coréen. Ce Na Hong-jin. Et pourtant, il a fait que 3 films, ce qui est assez étonnant. C'est l'histoire de Jung-ho, ancien flic et devenu proxénète, déjà what the fuck en fait, qui se rend compte que ses filles disparaissent les unes après les autres. Il va très vite réaliser qu'elles ont rencontré le même homme et il va essayer de le retrouver pour sauver la dernière fille capturée par le tueur. Bon, déjà, faut qu'on parle du personnage principal. On suit un proxénète. Le héros est un méchant. Enfin, je veux dire, on est tous d'accord a priori pour pas vouloir du bien à un pimp. Et ça, c'est déjà fort comme idée, c'est osé. Parce que comment tu fais en tant que réalisateur pour que le spectateur s'implique émotionnellement quand ton personnage principal c'est un fils d'up? Déjà, la démarche en elle-même est à noter. On est tous d'accord, le vrai méchant, c'est le tueur. Donc on suit un mec qui, même si c'est un fils d'up, au final, il essaye de retrouver un tueur. Jusque-là, tout va bien. Mais quand on y pense, il fait ça juste parce que ces putes, elles se font goumer en fait. Il n'y a pas d'acte désintéressé. Et de base, le propos, il est immoral. On va beaucoup aborder des questions de scénario pour cet épisode. Donc si vous n'avez pas vu le film, regardez-le avant. Parce qu'on va beaucoup spoil. Je vais juste raconter toute la fin et je vais parler de toute la fin. Donc voilà. Mais de toute façon, tu le verras jamais, Téna. Donc au pire, c'est pas très grave. Sur ce, zone spoiler enclenchée. The Chaser est très intéressant dans sa construction de scénario parce que déjà, il marche sur les plates-bandes de Seven. Et donc du coup, comme Seven, il reprend des principes de scénario qu'on voit très rarement. Par exemple, le tueur est retrouvé assez tôt dans le film. Autre moment intéressant du film, c'est que la fille finit par réussir à s'enfuir de la maison du tueur. Du coup, il lui court après. En général, quand ça se passe, ça se finit toujours de 2 manières. Soit la fille, elle est sauvée, soit de nulle part, elle se fait renverser par un camion. Mais quasiment jamais le tueur la retrouve et réussit comme une fatalité à la tuer. Et quelle scène! Toute cette tension, c'est lent, il prend son temps, il joue justement avec les codes du genre. Il sait qu'on s'attend à ce qu'il y ait un truc, qu'elle s'enfuit ou que malheureusement il y a un Deus Ex Machina. Mais plus la scène avance, plus la fatalité pour nous aussi devient inévitable. Il prend aussi son temps pour la tuer, c'est filmé au ralenti, et ça aurait pu être totalement de mauvais goût, ça aurait pu rendre la scène complaisante, mais non, ça rend justement cette fatalité encore plus dure. C'est sans doute l'un des moments les plus importants du film, parce que c'est là où il crée une véritable différence avec ses homologues, et c'est totalement réussi. Mais ce qui va principalement nous intéresser là aujourd'hui, c'est toute la scène de fin de The Chaser et de Seven, parce qu'elle est à peu de choses près similaire. Je vais vous expliquer tout ça et on va commencer par Seven. Donc, déjà pour commencer, la scène de fin de Seven se déroule dans un endroit désertique vaste et elle se passe en plein jour. De base, c'est différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film en général. Je vais aussi en profiter pour vous expliquer comment toute la scène est filmée, comment Fincher met en scène la psychologie de Brad Pitt et comment Kevin Spacey contrôle la situation. Ce qui va nous intéresser, c'est lorsqu'ils reçoivent la tête dans le colis. Premier point, on ne voit pas la tête. On vit toute la découverte de ce colis à travers le jeu de Morgan Freeman. Donc Kevin Spacey, lui, il est filmé en plan fixe et en contre-plongée, ce qui déjà le place comme contrôlant la situation, même dans son jeu, il est calme, etc. Et Brad Pitt est aussi entre guillemets en plan fixe, au niveau de ses épaules poitrine, c'est important. Juste on suit ses mouvements. Au moment où Spacey dit « vous m'entendez », on passe en très gros plan sur lui. Mais ce « vous m'entendez », il est plus pour nous spectateurs que pour Brad Pitt, parce qu'il le calcule à peine. Là, Fincher nous dit de nous focus sur ce que Spacey va dire. Ça va avoir de l'importance. Mais c'est quand il drop une première bombe en disant « votre jolie femme » que le premier changement de valeur sur Brad Pitt opère. On était en plan épaule-poitrine juste avant, et là on passe en plan taille presque. On a reculé, alors que Kevin Spacey, lui, reste toujours en gros plan. Ce que ça explique, c'est que Spacey prend l'ascendant psychologique pendant que Brad Pitt, lui, s'efface de plus en plus. Par le fait qu'on s'éloigne de lui
et qu'il soit complètement décadré sur la droite. Tout ça montre la fragilité de l'état d'esprit de Brad Pitt. Ensuite, Morgan Freeman court vers eux en criant. On repasse en contre-plongée sur Spacey, toujours pour affirmer sa domination, jusqu'à ce qu'on revienne en gros plan sur lui lorsqu'il dit « sa jolie tête ». À ce moment-là, Freeman arrive à côté d'eux, et comme on le suivait en train de courir, on était en caméra portée, et ben il ramène cette caméra portée avec lui, et donc il ramène cette mise en scène-là. Maintenant, Brad Pitt sera filmé encore un peu plus éloigné, avec plein de vides autour de lui, le désert, et en caméra portée, pour signifier la confusion qu'il subit dans sa tête. Tandis que Spacey restera toujours en plan fixe, parce que lui, il est calme, c'est son jeu, il contrôle tout. Il va d'ailleurs continuer en lui disant que lui, son péché, c'est l'envie et Brad Pitt, la colère. Faut qu'il devienne colère. Regardez même ce plan, on tourne autour de Spacey parce qu'il rentre de plus en plus dans sa tête. Jusqu'au moment fatal où il dit qu'elle attendait un enfant. On repasse en très serré et fixe sur Brad Pitt. La frénésie s'arrête. Il apprend la pire chose qu'il aurait pu apprendre. Le calme revient. Il y a un enchaînement de plans, Freeman qui le dit non, le tue pas, sinon il aura gagné. D'ailleurs, à ce moment-là, quand il dit il aura gagné, on revient sur Spacey et regardez ce plan. Fincher l'iconise totalement. On dirait un plan de super-héros, on dirait le mec vient de sauver la Terre. C'est lui le patron de ce qui se passe et de comment le film va se finir. Brad Pitt processe ce qui est en train de se passer, blablabla, jusqu'à ce qu'il ait un flash de sa femme, ce qui fait qu'il prend la décision de tuer Spacey. Ce flash va être important pour The Chaser. Dernier truc à ajouter, la dynamique de la scène. Spacey est menotté et agenouillé pendant que Brad Pitt et Freeman sont autour de lui debout. Brad Pitt a aussi une arme à feu, ce qui va être important comme différence avec The Chaser. Voilà pour Seven, maintenant on passe à The Chaser. Déjà, premier changement. Ça se passe la nuit et dans une maison, donc un endroit confiné. Ce qu'il fait Na Hong-jin là, c'est qu'il prend à contre-pied le contexte de où la scène se passe. Et comme je vous ai dit à la fin, là où Spacey était menotté et agenouillé, là il est en pleine possession de ses moyens, le personnage du tueur, parce que c'est le personnage principal qui va le chercher chez lui. Du coup, déjà le rapport est complètement différent. Même menotté et agenouillé, Spacey contrôlait toute la situation. Là, il se retrouve sur un pied d'égalité. Deux hommes face à face, ce qui amène à la scène de fight entre eux. Ça devient frénétique et viscéral. Donc ils se battent, puis à un moment ça s'arrête. Le tueur est par terre, le personnage principal a pris le dessus. D'ailleurs c'est quelque chose qu'il va refaire. C'est pas du tout une scène de combat qui dure 10 minutes sans s'arrêter. Il prend le temps pour que nous aussi en tant que spectateurs on respire, qu'on comprenne où les personnages se situent, etc. Pendant ce moment où il s'arrête, le personnage tourne la tête. Il regarde l'aquarium. On a déjà eu un plan avec une amorce de l'aquarium d'ailleurs juste avant. Mais avant de voir ce qu'il y a dedans, il fait un plan avec l'aquarium au premier plan et le perso au fond. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Contre-champ, on voit la tête de la fille qu'il essayait de sauver. Comme Seven, un déclic se fait quand il y a la présence d'une tête. Sauf que là, on la voit, elle est filmée. Et c'est d'ailleurs à ce moment qu'il utilise un peu le même principe de réal que Seven, en changeant les valeurs de plan. Regardez comme au fur et à mesure qu'on se rapproche de la tête, on se rapproche aussi de lui, jusqu'à ce qu'il réalise enfin ce qu'il voit, qu'il soit dégoûté, qu'il sorte de sa torpeur. Il se retourne, le tueur est plus là, bim, coup de club de golf, la scène de fight est relancée, on retourne dans du frénétique, ils se battent, jusqu'à ce que les deux ramassent une arme. Le club pour le tueur et le marteau pour le personnage principal, et encore une fois, la scène de fight se calme. Ils se regardent, puis il essaye de lui foncer dessus, mais il trébuche presque d'une manière ridicule d'ailleurs, parce qu'il a mal à la jambe, là où il lui a planté un couteau un peu plus tôt. Et c'est ce que j'adore aussi dans ce film, c'est qu'il humanise ses personnages et il humanise la situation. Là où en général, à Hollywood, ils se battent sans s'arrêter, à encaisser comme des super-héros pendant 10 minutes, là, Na Hong-jin montre toute la fragilité de l'humain et aussi la gravité de la situation. Le moment que j'aime le plus, c'est quand il se rend compte qu'il ne peut pas s'approcher du tueur. Du coup, il décide de devoir jeter son marteau. Et regardez ce jeu, on sent toute la détresse, on sent que s'il rate, il est dans la merde. Et tout ça, on le ressent parce que Na Hong-jin prend son temps pour filmer. C'est tellement malin parce qu'il remet en contexte ce qui est en train de se passer. Ça devient plus des héros méchants qui se battent, ça redevient des hommes avec leur peur et leur fragilité. Et d'ailleurs, ça devient plus fort parce que l'émotion et cette sensation qu'on a d'être proche du personnage est accentuée par ça. Parce que d'un seul coup, on se sent comme eux. Flash forward quand il finit par mettre le tueur à terre avec un coup de marteau et qu'il est au-dessus de lui. Et ce qui change avec Seven, c'est que Brad Pitt avait une arme à feu. Là, il a un marteau. Quand je dis que ça change toute la dynamique de la scène, c'est parce que quand les flics arrivent dans la maison, on va dire que ce sont tous Morgan Freeman, ok? Ils disent « ne le tue pas, pose ton arme ». Sauf que, qu'est-ce que Freeman peut faire face à une arme à feu? Et comme Brad Pitt, flash de la fille, il décide d'achever le tueur à coups de marteau, sauf que les policiers arrivent à l'en empêcher, ce qui n'aurait pas été possible, justement avec une arme à feu. Et c'est ce dont je parlais dans la vidéo précédente aussi, qu'ils vont au bout de ce qu'ils racontent. Ils sont pas dans le ridicule de trop faire pour trop faire.
Là, c'est logique qu'il ne le tue pas. En tout cas, Na Hong-jin nous a amené jusqu'à ce moment. Il sauve presque son personnage principal. Donc même aussi noirs que les films coréens peuvent être, ils sont surtout cohérents avec leur scénario, leur situation et ce qui s'y développe. Voilà comment le film se termine. Le tueur s'est fait arrêter, le mec est à l'hôpital avec l'enfant de la fille qui est morte, une nouvelle vie s'ouvre devant lui. Fin. Mais du coup, le film il finit bien ou il finit mal? Parce que comme ça, on pourrait se dire que Seven finit mal et que The Chaser il finit bien. Mais du coup, qu'est-ce qu'un film qui finit bien et qu'est-ce qu'un film qui finit mal? Je vais commencer à vous parler des intrigues et des sous-intrigues. Un film est toujours drivé par une intrigue principale. Et là, en l'occurrence, celle de The Chaser, c'est le fait de retrouver le tueur. Et ensuite, il y a aussi, dans ces intrigues principales, il y a toujours des sous-intrigues. En l'occurrence, ça va être des sous-intrigues pour développer des personnages secondaires ou un méchant. Par exemple, là, le tueur, la sous-intrigue, en tout cas pour lui, son but, c'est de continuer à tuer comme il le souhaite, et en l'occurrence, d'achever la dernière fille qui détient. Si on part de ce postulat d'intrigue, le film se finit bien, parce que l'intrigue principale se conclut avec la capture du tueur. Pourtant, ça laisse un goût amer, parce qu'en tant que spectateur, la sous-intrigue se finit mal. Il a réussi à tuer la fille, et c'est ce qui rend cette histoire complètement amère. Après, il y a aussi des facilités, il y a des ficelles de scénaristes. Par exemple, le mec, il est proxénète et ancien flic. Ah, c'est quand même chelou de ouf en fait comme combinaison. On dirait le mec d'un seul coup, il a arrêté un pimp un jour, et puis il a regardé, il a fait « Oh, révélation, c'est ça, je vais faire ça de ma vie maintenant, je vais devenir pimp. » Enfin, c'est chelou, mais tout ça en fait, c'est fait pour crédibiliser le fait que le proxénète arrive à retrouver le tueur, que ça crédibilise en fait toute son enquête. Comme ça évite les écueils en tant que spectateur quand on regarde le film, se dire bah attends, mais c'est chelou, on dirait le mec c'est Sherlock. En tout cas, je vous conseille de voir ce film parce que le plus important, c'est pas vraiment que vous l'ayez aimé, c'est que vous l'ayez vu. Parce que c'est d'abord un très bon tremplin pour commencer le cinéma coréen aussi. Et en plus de ça, c'est un premier film et c'est ouf. Sur ce, à la semaine prochaine, on va sortir un peu de la Corée juste pendant un temps pour quand même continuer à rester dans ce thème-là un peu de jusqu'au boutisme. Et on va faire La Nuit du Chasseur de Charles Laughton.